Lors de notre 5e anniversaire de mariage, j'ai trouvé mon mari dans les bras d'une autre femme. Il m'a regardé calmement et a dit « Ne te mets pas en colère, concentre tes OI sur le bébé. » J'étais enceinte de 3 mois. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'étais figé devant la porte de la chambre, une main sur mon ventre de femme enceinte. La boîte de cupcakes de Magnolia Bakery, ceux pour lesquels j'avais fait la queue plus d'1 heure, a glissé de mes doigts et s'est écrasé sur le sol, se brisant comme ce mariage. Une respiration lourde et pressée résonnait de l'intérieur. Cette voix masculine, basse et rauque, si familière que je ne pouvais pas me tromper. Mais mon cœur refusait d'y croire. Les mains tremblantes, j'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte en grand et 2 silhouettes se sont séparées en sursaut. Une jeune femme, les joues rouges, s'est dépêchée de tirer la couverture sur les marques de poing sur sa peau. L'air était épais de chaleur et de sueur, m'étouffant, me serrant la poitrine. La fin de l'été brûlait encore à l'extérieur, et la sueur avait traversé ma chemise pendant que j'attendais dans la file. Mais maintenant, tout mon corps était froid, du genre de froid qui part du cœur et se propage dans chaque veine. Mon esprit s'est vidé comme lors d'une panne de courant. Machinalement, j'ai tendu la main et j'ai allumé la lumière. La lampe du plafond a projeté sa lueur directement sur le visage de Lucas Kennedy, mon mari. Pas de panique. Il a tranquillement enfilé la chemise blanche qui était drapée sur le montant du lit. Chaque mouvement, lent, délibéré. Mon estomac s'est noué. J'ai failli m'effondrer à cause de la nausée. En tremblant, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai pris quelques photos, puis je me suis retourné en silence et je me suis dirigé vers le salon, laissant mon corps tomber sur le canapé. Lucas a raccompagné la fille, ses talons ont claqué dans le couloir, s'évanouissant. Il est ressorti quelques instants plus tard, calme comme toujours, ses yeux glissant sur moi. Je ne savais même pas ce que j'attendais. Une confession, des excuses, ou juste un soupçon de courage pour me faire face. Je n'aurais jamais pensé être celle qui se trouverait dans une scène comme celle-ci, comme une gifle du destin. J'ai baissé les yeux sur mon ventre. Le bébé a donné un léger coup, comme pour me rappeler qu'elle était toujours là. Mon téléphone est resté serré dans ma main, l'écran toujours allumé avec les photos. Une preuve indéniable. Lucas a traîné ses chaussons, a délibérément renversé la poubelle, envoyant des canettes de soda claquées sur le parquet. Il m'a regardé, le visage tordu de rage. Non pas la rage de la culpabilité, mais de quelqu'un qui avait été démasqué. Assez de photos? Tu veux que j'appelle quelques filles de plus pour que tu puisses les prendre en photo à ta guise? Sa voix était froide, tranchante, pleine de sarcasme, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. J'ai levé les yeux, regardant droit dans des yeux qui ne contenaient plus que du mépris. De ma gorge sèche, j'ai forcé quelques mots. Lucas, est-ce vraiment tout ce que tu as à me dire? Il s'est figé, silencieux pendant un long moment. Ses yeux d'un noir de jet brillaient d'une sorte de surprise, comme si mes mots avaient touché un coin enfoui de lui. Son visage s'est raidi, ses lèvres serrées, ses mains se refermant en poing. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est détourné, a sorti une bouteille d'alcool du réfrigérateur et s'est versé un verre plein. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais même plus ce que je pouvais faire. Tout ce que je savais, c'est que rester une seconde de plus, une minute de plus, ressemblait à une aiguille me poignardant droit au cœur. L'instinct a pris le dessus. Je voulais juste partir, sortir de cet endroit qui était notre maison, mais qui était devenu un enfer. Mes pas tremblaient vers la porte. Mais avant que je puisse l'atteindre, il m'a attrapé le bras avec force, me ramenant sur le canapé. Si le canapé ne m'avait pas rattrapé, j'aurais heurté le sol directement. La douleur s'est répandue instantanément depuis le bas de mon abdomen. Une douleur sourde a fleuri dans mon ventre. Mon visage est devenu d'une pâleur fantomatique et mes mains ont instinctivement bercé mon estomac. Une sueur froide a éclaté. Ma respiration est devenue superficielle et rapide et j'ai serré les dents en essayant de l'endurer. Ce n'est qu'alors qu'il a montré un soupçon de panique, les yeux écarquillés, balbutiant, Je ne voulais pas. Mais tu es ma femme, et ta première réaction a été de prendre des photos. Tu ne te sens pas blessé du tout? Ou est-ce que tu ne te soucies plus de moi? Qu'est-ce qui compte même comme de la douleur? Crier, déchirer ses vêtements, le supplier à genoux de revenir. Il m'a trompé dans la maison même que j'ai décorée de mes propres mains, sur le lit où nous nous sommes tenus l'un l'autre pendant des nuits interminables. Et pourtant, prendre quelques photos comme preuve me mettait en quelque sorte sur le banc des accusés,
comme si c'était moi qui n'aimais pas assez. C'est absurde. La façon dont il parlait, on aurait dit que c'était lui qui avait été trahi, qui souffrait. Je l'ai regardé, et oui, il y avait quelque chose de brut dans ses yeux, comme un animal blessé essayant de cacher sa douleur. Il s'est agenouillé, la culpabilité à peine visible sur son visage, et a marmonné doucement, presque en suppliant, « Sam, j'étais juste ivre ce soir. Je suis désolé. Je ne réfléchissais pas. S'il te plaît, ne te mets pas en colère. C'est mauvais pour le bébé. » Alors c'est l'homme que j'ai épousé. Un homme qui pouvait jouer un rôle si convaincant. J'ai presque cru que ce monstre furieux de tout à l'heure était quelqu'un d'autre. L'ironie amère. Après 10 ans à le connaître, 3 ans de mariage, mon premier instinct était toujours « ne le provoque pas ». J'avais peur que si je poussais trop fort, il perdrait le contrôle et ferait quelque chose de pire. Et dans cet état, enceinte, une seule poussée pouvait tout gâcher. J'ai enfoncé mes ongles si profondément dans mes paumes qu'ils ont percé la peau et ont fait couler du sang, ravalant la fureur montante comme une vague déferlante, à moitié effondrée sur le canapé, fermant les yeux, impuissante alors que des larmes chaudes coulaient silencieusement sur mes joues. Il a semblé satisfait de cette reddition, un léger sourire suffisant tirant le coin de ses lèvres. Il a tendu la main pour me relever, sa main rêche se posant sur mon épaule. J'ai tressailli, reculant sur le canapé. Sa sueur, l'odeur d'alcool qui s'accrochait encore à lui, a de nouveau retourné mon estomac. Il n'a pas semblé le remarquer. Si quoi que ce soit, il avait l'air plus sûr que jamais, confiant que j'étais enceinte, sans emploi, trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Cette lueur familière d'arrogance a illuminé son regard. Un instant plus tard, son téléphone a sonné, strident et aigu, comme un chant de coq, tranchant le silence étouffant. Même en décrochant, il a essayé de négocier avec l'appelant, demandant s'il pouvait reporter, chuchotant sur le balcon. Il me tournait le dos, sa grande silhouette bloquant le clair de lune à travers la fenêtre. J'ai observé sa silhouette depuis le canapé, et la seule pensée de respirer le même air que lui me serrait la poitrine, ma gorge se nouait comme si quelque chose y était coincé. Mais plus je montrais mon dégoût, plus il serait difficile de me libérer. C'était un homme méfiant. Ma seule issue maintenant était de jouer, de faire semblant, de le calmer assez longtemps pour partir. Alors, quand il s'est retourné, j'ai couvert mon visage de mes mains, les épaules tremblantes, comme si j'essayais toujours de me ressaisir malgré la douleur. Lucas s'est retourné, stupéfait, ses pas figés en plein air, une lueur de véritable confusion traversant son visage. « Sam, tu es toujours enceinte ?» a-t-il dit, la voix douce, presque suppliante. « Je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. S'il te plaît, arrête de pleurer. Fais-le pour le bébé. » Il avait l'air de s'en soucier vraiment, comme s'il aimait le bébé, son ton doux, empreint de regret. J'ai levé les yeux, le visage trempé de larmes, les joues mouillées, les yeux rouges et gonflés. « Pourquoi ?» ai-je demandé, ma voix se brisant, tremblant de désespoir. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il a tendu la main pour me serrer dans ses bras se refermant sur mes épaules. Je me suis raidi, j'ai voulu le repousser, mais je n'ai pas bougé. Laissez-le me tenir comme si j'étais juste une marionnette en bois sans vie. Mon corps figé, insensible. « Tu n'as rien fait de mal. C'est entièrement de ma faute. Je jure que ça ne se reproduira plus, Sam, » a-t-il chuchoté à mon oreille, son souffle chaud contre mon cou. Je me suis doucement dégagé, regardant mon ventre, la voix basse et résignée comme une reddition. « Lucas, ne laisse pas y avoir une prochaine fois. » Il a tendu la main pour essuyer mes larmes, ses doigts rêches s'approchant de ma joue, mais je me suis détourné, évitant son contact. Ma poitrine était serrée, mon rythme cardiaque chaotique et fort, comme s'il pouvait se briser à l'intérieur de moi. Heureusement, la sonnerie stridente de son téléphone a interrompu le moment, aiguë et discordante, comme un avertissement de l'enfer. Il a supposé que je supporterais tout pour le bébé, pour les années que nous avions passées ensemble. Cette supposition a brillé dans ses yeux, une certitude calme, alors qu'il vérifiait son téléphone en hâte. Il m'a jeté un regard avec une pointe de culpabilité, puis a rapidement transféré de l'argent sur mon compte via une application. « Achète ce dont tu as besoin », a-t-il dit rapidement. « Je reviendrai dès que j'aurai fini. » Je suis resté assise sur le canapé. Son visage montrait quelque chose de proche d'un véritable remords. Mais le téléphone qui sonnait a de nouveau percé, comme un fouet, et à la fin, il n'a eu d'autre choix que de partir. Au moment où la porte s'est refermée,
j'ai essuyé mes larmes du revers de la main. Elles ont cessé de couler. Je me suis approché de la fenêtre, j'ai regardé le garage et j'ai vu sa voiture noire brillante s'éloigner. Le bruit du moteur s'est estompé dans la nuit. Mon rythme cardiaque a ralenti, plus régulier maintenant, mais la colère brûlait toujours sous la surface. Je suis retourné dans la chambre, j'ai ouvert le tiroir secret, les mains tremblantes mais rapides, et j'ai sorti les papiers importants, les ai fourrés dans mon sac à main. Puis j'ai emballé quelques affaires de base, vêtements, articles de toilette, petits essentiels. En passant devant la chambre, mes yeux se sont posés sur la photo de mariage accrochée au mur. Le cadre en bois poli brillait sous la lumière. La fille sur la photo rayonnait, si brillante, si aveuglément heureuse. Qui aurait cru que ce jour viendrait? Ce sourire ressemblait maintenant à une moquerie, serrant quelque chose à l'intérieur de ma poitrine. J'ai levé la main, j'ai donné une légère poussée au cadre. Il s'est écrasé sur le sol, le verre se brisant dans toutes les directions, le son résonnant dans la pièce. Des morceaux du cadre se sont éparpillés comme notre fragile mariage, brisé, irréparable. De la chambre au salon, le balcon abritait encore toutes mes plantes et cactus, leurs feuilles vertes brillant au clair de lune. Chaque pot, quelque chose que j'avais entretenu avec soin, arrosé chaque matin. Les coussins moelleux du canapé, les rideaux voilés se balançant dans la brise, la table à manger en noyer brillant, même le carrelage froid sous mes pieds. Chaque détail avait été choisi par moi, avec amour, avec soin. Même avant aujourd'hui, je prévoyais toujours d'acheter un petit salon de balcon, une table ronde en bois avec 2 chaises, et des nappes florales au motif de feuilles vert pâle que Lucas aimait. Je nous imaginais assis là le week-end, sirotant du thé, lisant des livres, le soleil réchauffant nos visages, notre petite fille jouant à proximité. Je croyais vraiment que cette scène était notre bonheur, notre avenir. Mais ce jour ne viendra jamais maintenant. Il a suffi d'un petit changement d'horaire. Moi, rentrant un peu plus tôt, et la vérité a été exposée. La vie heureuse que je pensais avoir n'était rien d'autre qu'une fine couche d'écume sur la mer. Un simple contact de lumière et elle a disparu, laissant derrière elle le sel amer de la trahison et des larmes. Lucas m'avait tenu si souvent, chuchoté à mon oreille. Cette maison ne ressemble à un foyer que grâce à toi. Je suis reconnaissant que tu m'aies donné une vraie famille. Et maintenant, il avait tout détruit de ses propres mains, tout écrasé de sa saleté, laissant derrière lui une maison vide qui puait les mensonges. J'ai engagé 2 déménageurs. Ils sont arrivés rapidement, ont emballé toutes mes affaires, livres, vêtements, mes plantes préférées. Chaque article soigneusement emballé. Le bruit du ruban adhésif se déchirant dans le silence ressemblait à un adieu final. J'ai sorti ma valise de l'appartement. Dehors, le vent de la fin de l'été passait. Frais, mais pas assez pour apaiser la douleur dans ma poitrine. J'ai hélé un taxi, la lourde valise tirant mon bras vers le bas. Le chauffeur, un homme d'âge moyen à la voix grave, m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Où allons-nous, mademoiselle ?» J'ai ouvert la bouche, mais ma gorge s'est nouée. Les mots sont restés coincés comme une pierre logée à l'intérieur. Où pouvais-je bien aller? J'avais l'impression qu'il n'y avait plus de place pour moi dans le monde. Ma meilleure amie n'habitait pas en ville. Elle était à des milliers de kilomètres. Les autres, soit des amis communs avec Lucas, qui me regarderaient avec ce mélange de pitié et de curiosité, soit de simples connaissances qui pourraient poser quelques questions polies avant de m'oublier complètement. Mais même sans endroit où aller, je devais continuer à avancer. L'image du visage suffisant de Lucas ne cessait de tourner dans mon esprit. J'ai cherché en ligne un hôtel dans la direction opposée de notre maison, j'ai réservé une chambre, je me suis enregistré et j'ai défait mes valises. Je me suis effondré sur le lit. Le matelas était moelleux, mais il ne pouvait pas amortir le vide en moi. Mon esprit était embrumé. Chaque émotion, douleur, rage, impuissance, s'entrechoquant, couche après couche. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé avant que je sente le bébé donner un coup de pied. Juste un petit coup de coude, mais suffisant pour me secouer. Je n'avais pas mangé de la journée. Mon estomac était creux, mais je ne ressentais pas la faim. Seulement un vide froid se propageant en moi. J'ai déverrouillé mon téléphone. L'écran s'est allumé. Une notification a clignoté sur Instagram. Une demande d'amis d'un compte avec une photo de profil de Hello Kitty. Je n'avais pas besoin de deviner de qui il s'agissait. Je pouvais encore voir son visage clairement. La jeune femme serrant la couverture, les yeux écarquillés de panique,
mais brillant d'une sorte de triomphe suffisant. En pensant à ce qui allait arriver, j'ai cliqué sur accepter. Parce qu'en dehors de les avoir surpris au lit aujourd'hui, je ne savais toujours pas à quel point c'était profond, combien de choses Lucas m'avait cachées, depuis combien de temps il mentait. Son message est arrivé instantanément. Samantha, je suis tellement désolé. Aucun de nous deux n'a jamais voulu te faire de mal. Je n'ai pas répondu. Je suis juste restée assise là, la regardant jouer la comédie. Les messages n'arrêtaient pas d'arriver. De longues séries d'excuses. Comment elle n'avait pas pu s'empêcher d'aimer Lucas? Comment il avait été si bon avec elle? La réconfortant quand son patron la grondait, l'aidant quand elle était sur le point de perdre son emploi. Il est si pitoyable, a-t-elle écrit. Il vit chaque jour dans le tourment. Pitoyable. Pitoyable parce qu'il ne pouvait pas rendre sa liaison publique tout en jouant le rôle d'un mari à côté de sa femme enceinte. Tourmenté. Tourmenté par quoi? Sa conscience coupable ou le frisson de me trahir? Mes mains tremblaient. Je n'en pouvais plus. J'ai désactivé les notifications, l'écran est devenu noir. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain, je suis tombé à genoux devant les toilettes et j'ai vomi jusqu'à ce que mon estomac se torde de douleur. Le goût amer remontant dans ma gorge. J'ai aspergé mon visage d'eau froide, mais cela n'a pas enlevé la boule coincée en moi. Mon estomac se retournait. J'ai finalement appelé le service d'étage pour un repas léger. Le bébé n'arrêtait pas de bouger ce soir, donnant des coups de pied encore et encore. Des larmes ont coulé sur mes joues, tombant sur la main posée sur mon ventre. Il devait tellement vouloir vivre. C'était l'enfant que j'avais tant désiré. Celui à qui je parlais chaque nuit, chuchotant des promesses d'une famille heureuse, de matin de week-end sur le balcon où nous prendrions tous le petit déjeuner ensemble. Je me suis forcé à manger une cuillerée de soupe. Elle avait un goût aussi fade que mon cœur. Le bébé a finalement cessé de donner des coups de pied. Elle avait toujours été calme. Quand elle a commencé à bouger, chaque fois que je posais ma main sur mon ventre, elle s'immobilisait, comme si elle m'écoutait. Tout comme ce soir, après avoir mangé un peu et frotté mon ventre, elle s'est à nouveau calmée. Comme si elle savait que sa mère avait besoin de paix. Mais elle ne savait pas que pendant que j'avalais ces cuillerées de soupe, tout ce à quoi je pouvais penser était le moment où je mettrais fin à tout ça. Je suis restée assise là, du moment où l'obscurité a englouti la ville jusqu'à ce que la première faible lueur de l'aube se faufile à travers les rideaux. La lueur pâle s'est glissée dans la pièce comme un rappel silencieux que même la nuit la plus longue doit se terminer. Mais la douleur en moi est restée intacte. Cette femme n'arrêtait pas d'envoyer des captures d'écran de leurs messages, chaque image clignotant sur Instagram comme une lame tranchant une blessure qui refusait de se refermer. Mes doigts ont balayé l'écran, les larmes brouillant chaque mot. Mais j'ai continué à lire, à regarder, comme si je voulais me torturer. Depuis que j'étais enceinte, Lucas ne m'avait emmené qu'à un seul rendez-vous prénatal. Et maintenant, à travers ces messages, la vérité se tenait clairement devant moi. J'avais pitié de lui pour son travail acharné, ne voulant jamais l'accabler, ne voulant jamais paraître faible. Je croyais honnêtement que nous construisions une vie paisible ensemble. Mais cela n'avait toujours été qu'à sens unique, moi donnant tout, lui prenant et jetant tout. Le 15 mars, mon premier examen. Après avoir quitté l'hôpital, il s'est précipité en disant qu'un client avait appelé à l'improviste. Je ne l'avais pas douté. L'air ce jour-là était glacial, son manteau trempé de pluie, le vent s'engouffrant dans son col ouvert. Je me souviens lui avoir enlevé mon sweat à capuche et l'avoir enroulé autour de lui, le grondant de ne pas prendre soin de lui. Il n'a pas écouté, m'a juste fait monter dans la voiture et est parti à toute vitesse. J'ai regardé ses feux arrière s'estomper au loin. C'était la première fois que je le voyais aussi frénétique. Il avait toujours été si calme avant. Je pensais qu'il s'inquiétait juste pour le travail, pour moi, pour le bébé. Mais maintenant je sais qu'il se précipitait pour voir une autre femme. Après être tombée enceinte, je ne supportais plus les odeurs fortes. Pourtant, parce que je savais qu'il aimait les macaronis au fromage, je me suis forcé à lui en cuisiner, attendant encore et encore, réchauffant le plat chaque fois qu'il refroidissait. À la fin, tout ce que j'ai eu, c'est un seul message. Chérie, couche-toi tôt. Les choses se sont compliquées ici. Je serai à la maison demain. Et maintenant, à travers ces messages, je savais enfin. Il s'était précipité ce soir-là pour fêter son anniversaire. Pas étonnant qu'il n'ait pas répondu avant le lendemain. En y repensant, c'est pathétique.
Je n'étais qu'une idiote entre ses mains. Elle a même envoyé une vidéo de cette nuit-là, un court clip, mais assez vif pour me transpercer le cœur. Dedans, Lucas tenait un bouquet de fleurs, entouré de cadeaux scintillants sur la table, ses yeux brillants alors qu'il lui souhaitait un joyeux anniversaire. Vers la fin, la caméra s'est inclinée vers le bas, attrapant la poubelle à côté de la table, et là, froissé parmi les ordures, se trouvait un sweat à capuche kaki. Un seul coup d'œil, et j'ai su que c'était le sweat que je lui avais donné ce jour-là, quelque chose que j'avais enroulé autour de lui avec amour. Ce sweat, comme mon cœur, avait été jeté comme un déchet sans le moindre regret. Les larmes ont brouillé l'écran du téléphone. Peu importe combien j'essuyais, elles continuaient de tomber, dégoulinant sur mes mains tremblantes. Mais à quoi bon pleurer? Je suis entré en titubant dans la salle de bain, j'ai ouvert le robinet, j'ai aspergé mon visage d'eau glacée. Elle a coulé comme une pluie battante, glaçante jusqu'aux os, mais elle n'a pas pu refroidir la rage qui brûlait à l'intérieur. Encore et encore, je me suis forcé à respirer, à me calmer. De la vapeur s'est formée sur le miroir, reflétant mon visage, un que je reconnaissais à peine. Quand j'ai eu fini, les messages continuaient d'arriver. Je les ai parcourus d'un air absent, mes doigts faisant défiler sans réfléchir. 3 avril, le 2e examen prénatal. De peur de le déranger au travail, j'y suis allé seul. Dans la salle d'attente, chaque femme avait quelqu'un à ses côtés, sauf moi. Je suis resté assise là, serrant mon ventre, terrifié d'entendre de mauvaises nouvelles. Quelle femme ne souhaite pas à ce moment-là que quelqu'un lui tienne la main, partage ses peurs ou sa joie? Mais je me suis dit que Lucas travaillait dur pour notre famille. Je devrais comprendre. Je devrais être forte. La réalité m'a giflé durement. Pendant que j'étais seul dans cette clinique, il était dans son appartement, riant, la tenant dans ses bras, vivant sa version du bonheur. Quelle ironie. À l'époque, je me suis même blâmé. J'ai pensé que son absence était due à un surmenage, que le stress l'avait épuisé. Je me souviens avoir remarqué les cernes sous ses yeux et avoir eu pitié de lui. Une rare nuit, il est resté à la maison. Je me suis assise à côté du lit, lui massant les tempes, mes doigts traçant des cercles lents et doux. Je l'ai même taquiné. Lucas, est-ce que tu as de l'anxiété prépaternelle ou quelque chose comme ça? Notre vie n'est pas si dure, n'est-ce pas? Il m'a regardé, les yeux écarquillés de surprise, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Je me suis penché, j'ai embrassé sa joue, mes lèvres effleurant la chaleur de sa peau, et j'ai entrelacé mes doigts avec les siens. Ma voix s'est adoucie, pleine de culpabilité. Nous sommes mari et femme. Je ne peux pas te laisser tout porter seul. Une fois que le bébé sera un peu plus âgé, je pourrai retourner au travail. Ne t'épuise pas trop. Il n'a rien dit. M'a juste regardé. Et j'ai pensé que ce silence signifiait qu'il était ému. J'ai même tendu la main, lui ai pincé la joue, souriant malicieusement. Tu sais quoi? J'ai quelques économies secrètes. Mais même si je te le dis, tu n'as pas le droit d'y toucher, d'accord? Il a levé les yeux, son regard si doux que j'ai pensé. C'est l'homme dont je suis tombée amoureuse, le Lucas que j'ai connu autrefois. J'ai baissé la tête et j'ai chuchoté doucement. Mais si jamais les choses deviennent difficiles, tu peux en prendre un peu. À ce moment-là, j'étais prête à tout lui donner. Parce que je croyais vraiment que nous ne faisions qu'un. Maintenant, je me demande à quoi il pensait en me regardant cette nuit-là. A-t-il jamais ressenti ne serait-ce qu'une lueur de culpabilité? Sa conscience l'a-t-elle mordu ne serait-ce qu'une seconde? Ou était-il silencieusement fier de sa qualité d'acteur? Assez doué pour tromper la femme qu'il aimait tant, assez doué pour me faire tout lui donner volontairement? Ou son esprit était-il déjà ailleurs, planifiant ce qu'il me dirait pour pouvoir partir plus tôt, pour pouvoir sortir cette jeune femme, lui acheter des cadeaux, construire son avenir? Peut-être était-il simplement consumé par le désir de sa jeunesse, répétant le même charme bon marché qu'il avait autrefois utilisé sur moi il y a 10 ans. J'ai lu chaque message, chaque mot, coupant plus profondément dans ma poitrine. À la fin, j'ai commencé à me mépriser. Comment avais-je pu tout abandonner pour quelqu'un comme lui? Comment pouvais-je encore avoir mal pour lui-même après tout? Ce dégoût de moi-même s'est transformé en quelque chose de plus sombre. De la haine, un feu se propageant en moi, brûlant tout sur son passage. Je détestais ses mensonges. Je détestais sa trahison. Je détestais être ridiculisé, un pion dans son jeu.
Je détestais la façon dont il avait piétiné chaque parcelle de dignité, d'affection et d'amour que j'avais jamais eue pour lui. Je suis resté dans cette chambre d'hôtel pendant 3 jours d'affilée, perdant toute notion du temps, du jour ou de la nuit. Quand le bébé dans mon ventre a donné un coup de pied, ces faibles coups de pied à peine me remuaient. Je ne ressentais rien d'autre que de l'épuisement. Tout mon corps était lourd comme du plomb, s'enfonçant sans vie dans le lit. J'ai essayé de me forcer à penser, à planifier l'avenir. Mais même la pensée de sortir de cette chambre semblait impossible. Puis un matin, un rayon de soleil a percé les rideaux, atterrissant sur mon visage, chaud, aveuglant. J'ai cligné des yeux, je me suis lentement assise, chaque muscle endolori, et avec des mains tremblantes, j'ai tiré les rideaux. Le ciel à l'extérieur était clair et bleu. En bas, dans la rue, les gens se dépêchaient. Les voitures klaxonnaient. Des rires montaient d'en bas. Le monde continuait de tourner, indifférent à ma douleur. La vie continue. On peut se cacher de certaines choses. D'autres, on ne peut tout simplement pas. Et je savais que je devais y faire face. Je me suis forcé à me lever, à m'habiller, et j'étais sur le point de sortir quand mon téléphone s'est allumé avec un appel vidéo de ma meilleure amie, Tracy Hall. Son visage familier a rempli l'écran, son sourire éclatant et tout. Par réflexe, j'ai refusé l'appel. Je ne pouvais pas la laisser me voir comme ça, épuisée, vide, ruinée. Mais quelques instants plus tard, un message vocal est apparu sur Instagram. La voix chaleureuse et inquiète de Tracy est sortie du haut-parleur. « Sam, que se passe-t-il? Pourquoi ne réponds-tu pas à mon appel ?» Cette voix, elle a brisé quelque chose en moi. Mes larmes sont venues d'un seul coup. Inarrêtables, coulant sur mon visage. L'après-midi, Tracy avait déjà réservé le premier vol et est venue directement me voir. Elle est entrée dans ma chambre d'hôtel avec une petite valise, m'a serré dans ses bras juste à la porte. L'odeur familière de son parfum a rempli l'air, et soudain, j'ai réalisé que la vie n'est pas seulement faite de douleurs. Il y a encore de petites lumières dans ce monde. L'amitié, l'attention, la chaleur tranquille de quelqu'un qui se présente. Elle est allée avec moi à l'hôpital pour un bilan complet. Dans la salle d'attente, je lui ai serré la main, les paumes moites de sueur. En attendant les résultats, un frisson m'a parcouru, mon corps tremblant. Comment avais-je pu laisser mes émotions me tirer si bas que j'avais presque oublié la chose la plus importante, ma santé, la vie de mon bébé? La vérité est que j'avais hésité avant. J'avais senti le bébé bouger. Après tout, c'était un enfant que j'avais porté pendant plus de 4 mois, que j'avais senti grandir jour après jour. Chaque petit coup de pied avait été un rappel d'espoir. Comment aurais-je pu être assez cruel pour laisser partir quelque chose de si innocent, de si vivant? Mais à cause de cet enfant, je devais être forte. Je devais décider de ne pas faire de compromis parce que je refusais de répéter la tragédie qui avait façonné ma propre vie. Ma vie était née d'un compromis. Un que ma mère a regretté jusqu'à son dernier souffle. Il y a des années, mon père a trompé ma mère. Elle savait tout mais lui a pardonné encore et encore parce qu'elle était enceinte de moi. Et qu'est-ce qui en est résulté? Une fois qu'un homme franchit cette ligne, il le fera encore et encore. J'ai grandi au milieu des cris, des verres brisés et des sanglots de ma mère. À la fin, mon existence n'a fait qu'empirer les choses. Elle l'a rendue plus disposée à se rendre au point où même elle a commencé à me en vouloir. La façon dont elle me regardait a changé, de l'amour au blâme. Si ce n'était pas pour toi, chuchotait-elle, je l'aurais quitté depuis longtemps. Elle a commencé à croire que sa souffrance était de ma faute, que toute sa vie ruinée était à cause de l'enfant qu'il avait lié à un homme indigne d'elle. Mais quelle faute à un enfant d'être né? Si j'avais eu le choix, aurais-je jamais voulu que mon existence approfondisse sa douleur, la piège dans cet enfer? Ils ont finalement divorcé quand j'étais au lycée. Après une nuit qui me hante encore. Cette année-là, mon père a tout perdu au jeu à nouveau. Ivre et enragé, il a déchaîné toute sa rage sur elle. Elle a été battue jusqu'à presque perdre connaissance, laissée sur le sol couverte de bleu. Quand je suis rentré de l'école ce soir-là, l'odeur d'alcool m'a frappé en premier. Puis la scène, ma mère allongée, immobile, mon père debout au-dessus d'elle, le visage rouge de boisson, serrant la bouteille dans sa main. Quelque chose en moi s'est brisé. Je n'en pouvais plus. J'ai couru à la cuisine, j'ai attrapé un couteau, mes jointures blanches à force de serrer le manche, et je l'ai chargé. Je n'avais pas peur de mourir. À ce moment-là,
j'ai vraiment pensé, si l'un de nous meurt, ma mère sera enfin libre. S'il me tue, il ira en prison et elle sera libre. Si je le tue, j'irai en prison et elle sera libre. Mais la réalité n'est jamais aussi simple. La force entre un homme et une adolescente est trop inégale. J'ai réussi à lui taillader le bras en premier. Il m'a regardé, stupéfait, les yeux écarquillés. Petite. Comment oses-tu, a-t-il rugi. Et la seconde suivante, il m'a donné un coup de pied violent. Je suis tombé en arrière, ma colonne vertébrale s'écrasant contre le sol, ma tête heurtant le meuble. Le sang a coulé sur mon visage, chaud et métallique, aveuglant mes yeux, remplissant ma bouche du goût du fer. Ma vision s'est brouillée. Mais je n'avais pas peur, juste furieuse. Cette nuit-là, je savais que l'un de nous devait y mettre fin, que ce cycle d'enfer ne pouvait pas continuer. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peur qui m'a consumé. C'était la rage. Une rage pure et brûlante. Elle a parcouru mon corps comme de l'adrénaline, me forçant à me relever, tremblante mais inflexible. Je le détestais. Sa lâcheté, son égoïsme, sa violence, son manque total d'humanité. Je détestais chaque fois que ses poings s'abattaient sur ma mère, sur moi. Mais le destin a toujours été le meilleur scénariste. Il ne manque jamais de surprises cruelles. Il m'a offert un troisième choix cette nuit-là. Une évasion inattendue qui a tout changé pour toujours. Peut-être que c'était les cris désespérés de ma mère. Ou peut-être que le bruit de la lutte entre mon père et moi était devenu trop fort. Mais d'une manière ou d'une autre, cela a réveillé Lucas, qui vivait dans la chambre d'Accent grave côté. Il est entré par la fenêtre et s'est interposé entre nous. Il avait 18 ans à l'époque, grand, les épaules larges, son corps solide après des années d'entraînement sportif. Il n'a eu presque aucun effort à faire pour maîtriser mon père. Après cette nuit-là, mes parents ont finalement divorcé. Je pensais que je serais heureuse, soulagée, comme si un poids avait été enlevé. Mais dans les années qui ont suivi, ma mère a souvent retourné sa colère contre moi. Ses yeux étaient vifs et froids chaque fois qu'elle me regardait. « C'est toujours ton père, disait-elle. Comment as-tu pu le traiter comme ça? Tu es la raison pour laquelle cette famille s'est effondrée. La vie est absurde, une pièce tragique qui ne cesse de se répéter. Il fut un temps où je l'aimais si profondément, si férocement, que je me jetais entre elle et chaque coup, essayant de la protéger avec mon corps. Même quand je ne pouvais pas la protéger, chaque fois que ses poings atterrissaient sur moi, je pensais, si je prends la douleur, peut-être qu'elle n'aura pas à le faire. C'est à quel point je l'aimais. Tellement que je portais la culpabilité d'exister, croyant que ma seule présence était le péché qui l'entraînait plus profondément en enfer. Et pourtant, à la fin, elle s'est retournée contre moi, me traitant de sans-cœur pour avoir blessé mon père, me traitant de fille brisée. Mais qui était la femme qui pleurait autrefois devant moi? Qui m'a autrefois tenu dans ses bras et a dit, si ce n'était pas pour toi, je l'aurais quitté depuis longtemps. Les gens changent. L'amour peut se transformer en haine du jour au lendemain. Ma mère a dit qu'elle m'avait autrefois beaucoup aimé, mais tout ce dont je me souviens, c'est de son visage strié de larmes, ses yeux remplis d'épuisement et de ressentiment, me fixant chaque fois qu'il était parti. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas comme ça. Ces mots ont profondément blessé mon jeune cœur comme un couteau. Lucas a dit un jour qu'il m'aimait aussi. L'a chuchoté à mon oreille en me serrant fort. Tu es tout pour moi. Mais c'est lui qui m'a trahi. M'a laissé brisé et en sang, corps et âme. Je préfère admettre que je n'aime pas l'enfant en moi. Je ne veux pas que ce bébé grandisse dans le même cycle d'amertume. Je ne veux pas que ma faiblesse devienne un regret un jour. Je ne veux pas qu'elle ressente la froideur d'une mère qui ne peut pas l'aimer pleinement, qu'elle vive toute une vie de culpabilité et de douleur, répétant ma propre tragédie. J'ai fixé le plafond blanc, seul avec la douleur et le vide. Ma main posée sur mon ventre, mes doigts tremblants traçant de doux cercles une dernière fois. La haine est montée en moi. Féroce, brûlante, inarrêtable. Je me détestais d'être une mère cruelle. Mais je le détestais encore plus. L'homme qui m'a conduite ici, Lucas. Pourquoi devais-je supporter toute cette douleur seule? Ce n'est que lorsque tout le monde souffrira, lorsque lui aussi souffrira, que ce sera vraiment fini. Quand Lucas est entré en courant dans la clinique, le bruit de ses pas a résonné dans le couloir de l'hôpital avec panique. Son visage était pâle comme la cendre. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, engourdi, hébété, mon corps figé alors que le médicament commençait à faire effet.
Mes yeux étaient vides, fixés sur le plafond, ma main reposant instinctivement sur mon abdomen, qui avait commencé à se cramponner légèrement. Il a fait irruption dans la pièce, les yeux rouges, son regard balayant la pièce avant de se poser sur moi. Sa voix a tremblé, se brisant comme s'il était au bord des larmes. « Sam, tu me mens, n'est-ce pas ?» Il a regardé mon ventre, terrifié, sa main tendue mais s'arrêtant net, tremblant, son visage contorsionné, les lèvres serrées, comme pour retenir une vague d'hystérie montante. Les crampes sont devenues plus vives, plus violentes. J'ai serré les dents alors que la douleur me traversait. Des perles de sueur se sont formées sur mon front. Il m'a regardé avec prudence, sa voix désespérée, presque suppliante. « Sam, j'ai eu tort, d'accord ? Mais s'il te plaît, ne plaisante plus jamais avec le bébé comme ça. D'accord ?» Il croyait encore stupidement que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. J'aurais aimé que ce soit le cas aussi, que les jours passés n'aient été qu'un cauchemar, une sorte de blague tordue dont je finirais par me réveiller. Mais la réalité était trop brutale, trop viscérale pour être effacée. Je l'ai regardé, ma voix froide et sèche, tranchant l'air épais. Il n'y aura pas de prochaine fois. Les mots ont frappé comme une lame. Il s'est figé, son visage se raidissant. Samedi Sam, a-t-il balbutié, la voix se brisant. Sa main, qui avait plané au-dessus de mon ventre, a reculé comme si elle avait été brûlée, ses doigts se recroquevillant, les yeux écarquillés d'incrédulité et de dévastation. Samantha, tu as vraiment, a-t-il chuchoté, la voix se brisant. Et puis, soudain, son expression s'est tordue de fureur, son visage rougissant, les yeux injectés de sang comme un animal sauvage perdant le contrôle. Il s'est jeté en avant et m'a attrapé la gorge à deux mains, serrant fort. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. Quel genre de femme es-tu ? De quoi est fait ton cœur, putain ? Pourquoi ? Comment peux-tu être aussi cruel ? C'est aussi ton enfant, a-t-il hurlé, chaque mot imprégné d'une rage blessée. Mais immédiatement, Tracy et une infirmière se sont précipités, l'arrachant de moi. Il s'est débattu et a donné des coups de pied, mais elles ont réussi à le maîtriser, le forçant à s'effondrer sur le sol. Haletant, des larmes coulant toujours sur son visage. Je l'ai regardé, regardant sa douleur, sa folie, et pendant une fraction de seconde, j'ai failli rire. « Lucas, tu me demandes pourquoi ?» ai-je dit, ma voix vive, perçante. C'est la même question que je te pose. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça de ta part ? Maintenant tu te souviens que tu es un père. Maintenant tu te souviens que c'est aussi ton enfant. Alors, où était cette mémoire quand tu te faufilais, couchant avec quelqu'un d'autre, piétinant tout ce que j'ai donné, détruisant ma confiance ? Pourquoi n'as-tu pas gardé ne serait-ce qu'une once de décence pour moi, pour ton enfant ? Mes mots l'ont piqué comme des aiguilles. Il a baissé la tête, ses épaules tremblant, incapable de répondre, juste assis là, se noyant dans son silence. Comme c'est ridicule. Alors maintenant, il se soucie du bébé. Alors pourquoi était-il si impitoyable avec moi, avec nous deux, jusqu'à maintenant ? Juste à ce moment-là, le médecin est entré. Lucas s'est accroché à lui comme à une bouée de sauvetage, lui attrapant le bras désespérément, sa voix frénétique et rauque. « Docteur, s'il vous plaît, elle ne peut pas faire ça à notre bébé. C'est aussi mon enfant. Faites quelque chose. Quoi que ça coûte, je paierai n'importe quoi. » La femme médecin qui avait administré le médicament plus tôt, méticuleuse et calme, avait maintenant l'air visiblement irritée. Ses yeux étaient sévères alors qu'elle arrachait son bras et disait froidement « Calmez-vous. C'est la décision de la patiente. Il ne s'agit pas d'argent. » J'ai passé une semaine entière dans ce lit d'hôtel, sans jamais quitter la petite chambre. Les jours et les nuits se sont confondus derrière des rideaux bien tirés. Mon corps me faisait mal partout. Mais c'était mon cœur qui était vraiment engourdi, vide, vidé de toute émotion. Si Tracy n'était pas restée à mes côtés, je ne sais honnêtement pas ce que j'aurais fait. Peut-être que je serais resté là, laissant l'obscurité m'engloutir tout entière. Mais la maîtresse de Lucas, Jana Dawson, m'a trouvé quand même, comme un fantôme qui refusait de lâcher prise. Pendant des jours, j'avais ignoré ses messages Instagram, alors cette fois, elle a appelé directement. J'ai décroché. Sa voix est sortie, sèche et moqueuse. « Samantha, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, putain ? Il a une forte fièvre depuis une semaine. Qu'est-ce que tu lui as fait ? » J'ai serré le téléphone, je n'ai rien dit.
J'ai juste écouté sa respiration lourde à l'autre bout du fil, comme si elle essayait de retenir sa rage. Sa voix est montée plus haut, plus stridente. Dis quelque chose. Que as-tu fait? Sais-tu même à quoi il ressemble en ce moment? Mon ton est resté plat, froid comme la glace. Alors, il est mort? Silence. Puis elle a hurlé, furieuse. Tu serais contente s'il mourait, n'est-ce pas? Tu es folle. Tu es un monstre. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il mérite de mourir. J'ai raccroché immédiatement et j'ai sauvegardé l'enregistrement de l'appel. Je n'ai jamais voulu attaquer d'autres femmes ou les blâmer. J'ai toujours su que lorsqu'un homme trompe, la plus grande faute lui incombe. C'est lui qui trahit. Mais cela ne signifie pas que je pardonnerai à une femme qui ose franchir la ligne, piétiner, me provoquer avec ce ton suffisant. Entre mes mains, j'avais chaque message et chaque preuve que Jana elle-même avait envoyé, et les images de sécurité de la maison que j'avais sauvegardées avant de partir. En plus de cela, j'avais discrètement obtenu l'accès à tous les comptes bancaires et applications financières de Lucas. Comme prévu, il avait généreusement acheté un appartement entier à Gianna. J'ai commencé à tout organiser, chaque fichier soigneusement étiqueté, chaque document empilé sur la table. Je me préparais pour la bataille finale. Quand j'ai enfin récupéré un peu, mon corps encore endolori, mais mon esprit plus stable. J'ai pris rendez-vous avec lui dans un café avec mon avocat. Il était assis en face de moi, les yeux pleins de mépris, des veines rouges sillonnant le blanc de ses yeux, les doigts agrippant sa tasse de café si fort que ses jointures sont devenues blanches. Sa voix est sortie à travers des dents serrées. Samantha, à quoi joues-tu encore? N'est-ce pas juste une question d'argent? Les gens comme toi ne se soucient que d'eux-mêmes. Tu as autrefois menacé ton propre père avec un couteau. Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Pour toi, c'est toujours la faute des autres. Tu n'as jamais tort. Comment as-tu pu faire ça à notre enfant? Plus il parlait, plus il criait fort. Son ton montant de colère, son visage rouge, claquant son poing sur la table jusqu'à ce que le café déborde. Je suis resté assise en silence, le regardant calmement, tenant une tasse de thé chaud entre mes mains, la chaleur s'infiltrant dans mes doigts, mais laissant mon cœur intact. Quand il a finalement manqué de souffle, haletant comme s'il venait de terminer un marathon, j'ai souri légèrement et j'ai dit, quel père merveilleux. Quel mari parfait. N'importe quelle femme aurait de la chance de t'avoir. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Alors, pourquoi ne vas-tu pas rendre une autre femme heureuse à la place? Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Son visage s'est vidé de sa couleur, ses mains tremblant. Toi. Le divorce n'a jamais été facile. Au-delà des séances de médiation obligatoires, des audiences sans fin, des allers-retours entre les avocats, ma condition était claire. Je voulais les 2/3 de tous les biens matrimoniaux. Ma voix est restée calme alors que je lisais la clause à voix haute devant lui. La maison, la voiture, les comptes joints, tout sera divisé selon ce ratio. Au début, il a haussé les épaules, faisant semblant de ne pas s'en soucier, souriant narquoisement. Fais ce que tu veux. Mais une fois ses intérêts touchés, il a instantanément changé, me traitant d'égoïste, sa voix résonnant dans la salle de conférence. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu es une femme pathétique et cupide. C'était bien. S'il n'était pas d'accord, j'avais le temps. J'avais la patience. Je suis restée assise là et je l'ai laissé crier. Puis j'ai publié quelques vidéos en ligne. Des images de lui et Gianna riant, se tenant l'un l'autre, le son de leur voix résonnant dans le clip. Je les ai postées sur des pages de médias locaux avec la légende « Un mari parfait », et je les ai regardées se propager comme une traînée de poudre. Jana avait pris un congé d'1 an de l'université et n'avait pas encore obtenu son diplôme. J'ai donc tout envoyé à la page de confession de son école aussi. Cette nuit-là, juste au moment où j'allais dormir, Lucas a appelé. Au téléphone, il criait, la voix brisée de fureur et d'incrédulité. « Samantha, sais-tu que Gianna a tenté de se suicider ?» J'ai fait une pause de quelques secondes, puis j'ai demandé froidement. « Alors, elle est morte ?» Il a crié, sa voix se brisant. « Tu voulais qu'elle meure, n'est-ce pas? Elle n'a que la vingtaine. »« Oui, » ai-je dit d'une voix égale. « Si jeune, c'est tragique. Tomber amoureuse du mauvais homme. Un menteur. Un tricheur. Irresponsable au plus haut point. A fini comme ça.
Eh bien, je suppose qu'elle a fait la même erreur que moi. Aimer la mauvaise personne. Je marmonnais encore comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre quand il a raccroché. J'ai tiré la couverture sur ma tête et je me suis rendormi. S'il souffrait, tant mieux. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte, la lumière du soleil a inondé le couloir. Ma mère se tenait là, son visage marqué par l'inquiétude. J'avais loué cet appartement moi-même, donc Lucas a dû lui donner l'adresse. Sa voix de la nuit dernière résonnait encore dans ma tête. Je ne savais pas quoi dire. La plupart du temps, j'étais juste fatigué, trop fatigué pour parler. Je suis resté là, agrippant la poignée de la porte, la regardant. Dans ses mains, elle portait plusieurs sacs. Sans un mot, elle est passée devant moi dans la cuisine, ses pas l'emmestables. Elle a préparé mes plats préférés. Je ne pouvais pas la regarder. J'ai gardé la tête baissée, mangeant la soupe à la cuillère. Sa chaleur s'est répandue en moi, mais ma gorge était serrée. Elle est venue derrière moi, ses bras minces m'enlaçant dans une étreinte tremblante, sa voix à peine un murmure. « Sam, quelque chose d'aussi énorme. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? » J'ai fermé les yeux, j'ai expiré lentement. Si je l'avais fait, ai-je dit doucement, qu'est-ce que tu m'aurais dit de faire? Elle s'est figée, son corps se raidissant. Je n'ai pas rencontré ses yeux, j'ai juste continué à parler, doucement mais fermement. N'as-tu pas pardonné à cet homme? Celui qui t'a ruiné? Je ne veux pas. Tu ne veux pas quoi? A-t-elle interrompu, sa voix montant, tremblant de peur. Je ne veux pas me réveiller un jour pleine de regrets. Je ne veux pas décharger ma colère sur mon enfant. Je ne veux pas qu'il grandisse en se demandant pourquoi il existe ou en se détestant pour ça. Quand j'ai eu fini, je me suis levé, traînant mon corps fatigué jusqu'à ma chambre. Je me suis ressaisi, je me suis assise à mon bureau et j'ai terminé quelques derniers documents avec mon avocat. Quand je suis ressorti, il y avait encore de la nourriture chaude sur la cuisinière, l'odeur remplissant l'appartement. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle m'aimait vraiment. Ce n'était pas qu'elle s'en fichait. C'est que son mariage l'avait tellement épuisée qu'elle avait oublié comment être une mère. Oublié ce que l'amour normal entre mari et femme ou mère et enfant était censé être. Des années d'amertume et de pardon l'avaient érodé. Mais elle m'aimait toujours, et c'était suffisant. J'ai pris sa main, j'ai serré ses doigts ridés, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, stable et clair, ma vie est à moi de décider. Personne ne peut me briser. Je le referai encore et encore, tout comme cette nuit-là, il y a des années, où je l'ai sauvée et je me suis sauvé, nous sortant toutes les deux du gouffre de nos vies, avançant la tête haute. Gianna était sortie de l'hôpital depuis à peine 2 jours lorsque j'ai organisé une rencontre avec elle et Lucas dans un café calme. Dès qu'elle m'a vu siroter calmement un thé chaud, ses émotions ont explosé comme si elle voulait me mettre en pièces. Son visage a rougi, un mélange de pitié et d'hostilité, tout comme j'avais dû paraître le jour où je l'avais surprise dans ma chambre, sur mon lit, avec mon mari. Elle s'est assise en sanglotant, couvrant son visage de ses mains tremblantes, ses épaules secouées, demandant à travers ses larmes ce qu'il faudrait pour que je la laisse enfin tranquille. J'ai souri légèrement, j'ai posé ma tasse de thé sur la table et j'ai dit, je suis extrêmement malheureuse. Et quand je suis malheureuse, j'ai tendance à faire certaines choses. Mes mots ont traversé l'air comme un frisson soudain, et elle s'est figée, les yeux écarquillés de panique. Samantha, a aboyé Lucas, furieux, sa voix vive et forte. Tais-toi. Tu es folle. J'ai nonchalamment pris la tasse de thé voisine et je la lui ai jetée directement. Le thé a éclaboussé son visage, dégoulinant sur sa chemise. Ton tour n'est pas encore venu, alors pourquoi es-tu si pressé? Gianna a halté à côté de lui, couvrant sa bouche de choc, puis s'est précipitée pour lui essuyer le visage avec une serviette, clairement plus préoccupée par lui qu'elle-même. Je me suis rassise, regardant Lucas encaisser tout ça. Gianna sanglotant à côté de lui. Lui, essuyant le thé avec sa manche. Ses yeux passant d'une femme à l'autre. Une ex-femme froide et amère avec un sourire impassible. Et une jeune maîtresse en pleurs s'accrochant à lui. Peut-être qu'il calculait à nouveau ses options. Mais à la fin, il l'a choisi. Il a accepté le divorce, s'est assis avec un soupir lassé à marmonner, d'accord. J'accepte tes conditions. Je savais qu'il s'était disputé sans arrêt récemment. Mais elle était jeune, facilement influencée par des fleurs, des mots doux, des dîners aux chandelles. Je m'en fichais. Pour moi,
Lucas n'était plus qu'un étranger. Une silhouette estompée dans mon rétroviseur. Je ne me souciais plus de ce qu'il ferait ensuite. Qu'il rit, pleure, trouve la joie ou se noie dans la misère. Ce n'était plus mon problème. Le scandale de Jana s'était déjà propagé comme une traînée de poudre. Les ragots en ligne. Les messages de confession de l'université inondés de commentaires. Elle n'obtiendrait pas son diplôme. Et j'ai entendu dire que les gens avaient commencé à creuser sur Lucas aussi. Ils pensaient que l'argent pouvait tout arranger. Pensaient que je faisais du bruit juste pour un gain financier. Il avait tort. Je n'avais pas besoin de son argent. Ce dont j'avais besoin, c'était qu'il comprenne. Me trahir lui coûterait plus que n'importe quelle somme d'argent. Cela lui coûterait sa dignité, sa paix et tout ce qu'il pensait pouvoir encore conserver. Quand j'ai appris que Gianna était enceinte, je n'ai pas été surprise. J'ai imaginé Lucas jouant à nouveau le rôle du père attentionné. Il pensait probablement que la vie continuerait, qu'il pourrait recommencer à zéro avec sa nouvelle amante, me laissant avec des blessures qui ne guériraient jamais complètement. Il croyait probablement que je n'avais rien à redire puisque je suis parti avec la majorité de nos biens matrimoniaux, l'argent, la propriété, tout ce qu'il avait autrefois exhibé. Mais il n'a jamais compris. Je n'avais pas besoin de richesse pour me sentir entière. L'argent ne peut pas réparer un cœur brisé. Il ne peut pas effacer la trahison. Ce dont j'avais besoin, c'était de justice. J'avais besoin qu'il paie le prix avec la seule chose qu'il appréciait le plus. C'est pourquoi j'ai discrètement vendu mes parts de la société à Connor Zayn, l'ennemi juré de Lucas. Je savais que cela le rendrait fou, et c'est ce qui s'est passé. Sa société s'est effondrée. Les actions ont chuté. Les employés ont démissionné en masse. Je ne l'ai pas épargné. Je n'ai pas eu pitié. Il a piétiné mon cœur. Maintenant, c'était son tour. Il m'a demandé un jour pourquoi. Sa voix résonne encore de cette dernière rencontre. Pourquoi ferais-tu ça? Je voulais qu'il se demande pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait osé me trahir, me jeter en enfer avec ses mensonges. Et ce n'est que lorsqu'il ressentira vraiment ce genre de douleur, peut-être alors que je sentirai que c'est assez. Peut-être alors que je pourrai enfin fermer ce livre de cauchemars. Connor Zayn, l'ennemi juré à qui j'ai vendu mes parts, détenait maintenant plus de pouvoir que Lucas et le pressait à chaque instant. Lucas a essayé de tenir bon pendant un certain temps, mais à la fin, il n'a pas pu survivre à la pression. Il a été contraint de liquider ses parts, de prendre l'argent et de partir. Juste à ce moment-là, j'ai intenté un procès pour récupérer les biens qu'il avait dépensés pour sa maîtresse alors que nous étions encore légalement mariés. Il n'a eu d'autre choix que de me virer une autre grosse somme d'argent. Les mois après le divorce ont passé lentement, la douleur se déposant comme un sédiment au fond d'un lac immobile, ne laissant que le silence à la surface. J'ai emménagé dans un petit appartement où la lumière du matin s'infiltrait à travers des rideaux voilés, réchauffant le parquet et le bruit des vagues douces chuchotant comme une berceuse, lavant les nuits blanches. J'ai parcouru le monde, j'ai marché pieds nus sur le sable blanc des Maldives, la brise salée agitant mes cheveux alors que je tenais mon appareil photo et que je capturais des levers de soleil flamboyants. J'ai erré dans des rues pavées et des villes historiques, vivant enfin la vie libre dont j'avais longtemps rêvé. Plus de liens, plus de douleur. Ma vie n'était plus liée à un seul chemin, mais s'étendait sur des routes infinies. Chaque pas, un nouveau départ, paisible, souverain, le mien. Ma mère me rendait visite plus souvent maintenant, entrant chez moi avec des sacs de nourriture qu'elle avait cuisinée elle-même, et nous nous asseyions ensemble à une petite table à manger. Ses yeux ne portaient plus d'amertume. Les rides autour d'eux chuchotaient des histoires de pardon et de guérison. Tracy m'appelait en vidéo chaque semaine, rayonnant depuis l'écran. Sam, tu es magnifique. Et je lui souriais en retour. Un vrai sourire du cœur, plus faux. J'ai commencé un nouveau travail dans une organisation de soutien aux femmes, et dans celles qui avaient été trahies comme moi. Je passais mes journées au bureau à écouter des histoires qui faisaient écho à la mienne. Et chaque soir, je me promenais le long de la plage au coucher du soleil, mes pas légers sur le chemin tandis que la brise de la rivière agitait mes cheveux, emportant l'odeur du sel et de la liberté. Je regardais le soleil disparaître derrière l'horizon, sa lueur dorée orangée se déversant sur l'eau, et je sentais la vérité d'un nouveau départ. Un sans trahison, juste la paix, juste moi, plus forte que je ne l'ai jamais été. Les cicatrices sont toujours là, mais elles me rappellent le chemin que j'ai parcouru, la force qu'il a fallu pour me relever et continuer à marcher sans regret. Si cette histoire a apporté un peu de guérison à votre cœur,
veuillez aimer et commenter avec le moment qui vous a fait vous sentir le plus en paix. Merci d'avoir rejoint le voyage de samedi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour entendre plus d'histoires de force et de renouveau.